Nauru, le pays qui s'est mangé lui-même. Parlons un peu d'une petite île perdue au milieu du Pacifique. Une île au destin tragique. Cette île du Pacifique possédait l'un des plus hauts niveaux de vie au monde, avant de s'effondrer. C'est l'histoire de Nauru, le pays qui s'est mangé lui-même. Ce territoire, plus petit que l'île Dieu, contient à peine 10 000 habitants. Le Nauru est une île océanique située à 4 835 km de l'Australie et s'étendant sur 22 km². Le Nauru se trouve juste entre l'Australie et Hawaï. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Ce n'est que le 8 novembre 1798, alors qu'un navire britannique appelé le Snow Hunter passait par l'île pour se rendre dans les mers de Chine, qu'un Européen a vu l'île pour la première fois. Lorsque le navire britannique passait devant l'île de Nauru, des centaines de Nauruans sortaient en canoë pour accueillir les marins. Le capitaine du navire s'appelait John Fern et il n'a pas permis à ses hommes de débarquer du navire. Aucun Nauruan n'a osé non plus monter sur le bateau. Pourtant, l'accueil et la gentillesse des Nauruans ont charmé le capitaine Fern. Fern appréciait le plateau central vert de l'île, les beaux palmiers et les plages de sable blanc. Il a tellement aimé l'île qu'il l'a nommée Pleasant Island, ce qui signifie l'île agréable. À cette époque, la vie sur la petite île était essentiellement paisible. Pendant des milliers d'années, les Nauruans avaient réussi à vivre en grande partie avec la nature, dans cette île isolée mais autosuffisante. Mais pourquoi le Nauru est-elle aujourd'hui surnommée « pays qui s'est mangé lui-même » ? Pour mieux comprendre, explorons l'histoire de Nauru. La majorité de la population de Nauru est concentrée sur une bande côtière entourant un plateau central. C'est sur ce plateau qu'ont été découverts de massifs gisements de phosphate, notamment utilisés pour la création d'engrais et d'explosifs. Un jour, en naviguant vers le Nauru en 1901, le géologue Albert Ellis a découvert que 80% de l'île entière de Nauru était riche en phosphate. En 1905, un accord a été conclu avec l'Allemagne pour exploiter le Nauru. Les colons allemands ont été heureux de découvrir que le Nauru avait développé un énorme gisement de phosphate. Cette exploitation a actuellement débuté en 1906, au bénéfice des colons allemands. Au cours de la décennie suivante, le Nauru a commencé à exporter des centaines de milliers de tonnes de phosphate. Les colons allemands se sont enrichis grâce à cette découverte jusqu'en 1914, lorsque ce fut au tour de l'Australie de profiter de cette exploitation. Les Nauruans n'ont jamais construit de maison sur le plateau central surélevé de l'île, qui est riche en phosphate. Cependant, cette partie de l'île abritait des amandiers sauvages et des arbres pandanus plantés, ainsi que des bandes d'oiseaux, notamment des nodis bruns et des sternes. Les mineurs allemands ont défriché les broussailles, les fougères et les arbres de cette partie de l'île, ont raclé la terre arable, puis ont extrait le minerai des puits et des crevasses de l'ancien corail sous-jacent. L'Australie a profité de cette exploitation en 1914 et a pris le contrôle de l'île jusqu'en 1968. À ce moment-là, l'Australie régnait sur le Nauru après l'avoir arraché de l'Allemagne au début de la Première Guerre mondiale. L'Australie a déclaré l'île comme site minier et a commencé à se concentrer sur la construction d'infrastructures minières, la mécanisation de l'exploitation minière et l'exportation de phosphate. Au début des années 1920, le Nauru exportait déjà environ 200 000 tonnes de phosphate par an. 2 décennies plus tard, cette quantité était plus de 4 fois supérieure. Le tout à un prix inférieur à la moyenne mondiale pour subventionner les agriculteurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Grande-Bretagne. Au cours des 2 décennies suivantes, les exportations n'ont cessé d'augmenter, les agriculteurs australiens et néo-zélandais continuant à payer des prix très inférieurs à ceux du marché jusqu'en 1963. C'est cette année-là, en 1968, que le Nauru obtient enfin son indépendance, devenant la plus petite république au monde, devant les États-Unis. Au moment où le Nauru a obtenu son indépendance, plus de 35 millions de tonnes métriques de phosphate avaient quitté son littoral. Pourtant, la part de Nauru dans l'exploitation de son phosphate était en réalité minime, si l'on considère les bénéfices, les destructions et le coût de la restauration des terres exploitées. Après l'indépendance de la République de Nauru, l'île a choisi d'exploiter son phosphate restant
en augmentant ses exportations tout en sachant que les réserves seraient épuisées d'ici 1 ou 2 générations. Pendant ce temps, le petit pays s'est doté d'une compagnie aérienne, a multiplié les avantages sociaux pour ses habitants et a investi massivement à l'étranger. Sur le papier au moins, les Nauruans se sont enrichis au cours des 2 décennies suivantes. Mais la plupart des Nauruans ne vivaient certainement pas dans le luxe. Par contre, le gouvernement de Nauru n'imposait pas les revenus, offrait une éducation et des soins de santé gratuits et était le principal employeur des Nauruans, des immigrants qui travaillaient généralement dans les mines. Le gouvernement a également acheté des bateaux de croisière, des avions et des hôtels à l'étranger. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, les voitures de sport sont devenues des biens très appréciés à Nauru, même s'il faut 20 minutes pour faire le tour de l'île en voiture. Un chef de police a même une fois importé une Lamborghini pour découvrir plus tard qu'il était trop serré au volant. Ce genre de choses se produisait souvent lorsque les Nauruans faisaient des erreurs en achetant des choses dont ils n'avaient pas nécessairement besoin. En 1974, le Nauru a possédé le second PIB par habitant au monde 3 fois plus élevé que celui des États-Unis. Le pays a généré environ 225 millions de dollars la même année. Il est devenu le 2e pays le plus riche du monde, devant les États-Unis. Ce fut le début d'une nouvelle prospérité économique exceptionnelle pour cette petite île. Le Nauru a continué à s'enrichir au fil des ans en poursuivant l'exportation de son phosphate. Le Nauru a bénéficié de toute sa nourriture industrielle, ses voitures américaines et plus encore. Avec la grande richesse de Nauru, ses citoyens et les représentants du gouvernement en faisaient étalage. La grande richesse de cette petite île du Pacifique l'a fait surnommer le Koweït du Pacifique. Tous ses habitants étaient des rentiers et ont été attirés par sa société de consommation. Malgré tout cela, le Nauru a demandé une compensation à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie et à la Grande-Bretagne pour les dommages causés par l'exploitation minière avant juillet 1967. Cependant, même après l'indépendance, l'Australie n'a pas voulu envisager de compenser le Nauru. Après des décennies de retard, en 1989, le Nauru a poursuivi l'Australie devant la Cour internationale de justice. Comme le Nauru avait un dossier solide, l'Australie a accepté de payer 57 millions de dollars australiens en 1994 ainsi que 50 millions de dollars australiens supplémentaires au cours des 20 années suivantes. Par la suite, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont versé chacun 12 millions de dollars australiens pour réduire la charge de l'Australie. Ce règlement a constitué une victoire morale et juridique pour le Nauru. Maintenant, nous voulons comprendre pourquoi le Nauru est un pays qui s'est mangé lui-même. Au début des années 1990, la source de son phosphate s'est asséchée. Cela a provoqué la ruine totale de Nauru et a conduit les habitants du pays à tomber dans la plus terrible des misères. 80% de la terre de Nauru a été dévastée et 40% de la vie marine a été tuée. Au fur et à mesure que la crise économique de cette petite île s'est aggravée, la crise de santé de la population a également augmenté. L'obésité a augmenté, l'espérance de vie est passée en dessous de 60 ans et l'exploitation minière a totalement défiguré le paysage. D'après les rapports de 2020, le Nauru a le taux d'obésité le plus élevé au monde, affectant 61% des adultes, le deuxième taux le plus élevé de tabagisme, 47% des adultes, et le taux le plus élevé de diabète de type 2, 40% de la population. En 1870, les Nauruans fumaient et buvaient déjà beaucoup, notamment du toddy aigre, une boisson obtenue par fermentation des fleurs de coco. Mais le taux de tabagisme et de consommation d'alcool a encore augmenté après la crise économique de Nauru. Le Nauru avait l'habitude d'investir massivement à l'étranger, mais lorsque les gisements de phosphate se sont asséchés au début des années 1990, l'économie du pays a commencé à s'effondrer. Les investissements immobiliers du gouvernement de Nauru se sont avérés infructueux. Le pays ne pouvait compter sur aucune autre ressource, comme le tourisme, car il était gravement endommagé par l'exploitation minière. Alors que les saisies se multiplient, que l'industrie s'effondre et que les gouvernements se succèdent, la République de Nauru adopte différentes stratégies pour remplir ses caisses et résoudre sa crise économique. Le blanchiment d'argent étranger, la vente de passeports, l'accueil payant des réfugiés illégaux et autres. Malheureusement, au fil des années, ces activités malhonnêtes ont valu au Nauru de sévères accusations de la part des Nations Unies, de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et de l'Amnesty International. Ces activités illégales ont rapporté au Nauru des dizaines de milliards de dollars de profits criminels, qui ne lui ont même pas permis de régler son problème économique.
Aujourd'hui, la République de Nauru est une île au paysage sec et industriel, et à la faune et la flore dévastées. Les habitants vivent toujours sur cette petite île, mais sont constamment menacés par la montée des eaux. Depuis le début des années 1900, le Nauru a perdu au moins 80% de sa végétation d'origine. Le désespoir semble envahir toute l'île. Avec peu de restaurants et seulement quelques hôtels, le Nauru est peu touristique. Le taux de chômage élevé et l'alcoolisme sont également endémiques, contribuant à la violence domestique et aux fréquentes infractions liées à l'alcool au volant. Le côté paradisiaque de Nauru lui a fait perdre son surnom de Pleasant Island, en même temps que les gisements de phosphate se sont taris. Une combinaison de cupidité, de mauvaise gestion coloniale et d'incompétence flagrante a conduit Nauru au bord de l'effondrement. Les habitants du pays ont eu le temps de bien profiter de sa richesse avant qu'elle ne soit malheureusement noyée sous les eaux. Voici la sombre histoire de la plus petite nation des îles du monde, l'île Nauru, autrefois très prospère grâce à ses terres remplies de phosphate, mais qui a fini par se paupériser de plus en plus après avoir épuisé quasiment toutes ses réserves. Quelle est la prochaine étape pour le Nauru ? Seul le temps nous le dira. Aujourd'hui, Nauru cherche toujours à se faire une place dans l'économie mondiale. Depuis 2006, elle a modernisé son équipement minier et remis à neuf ses infrastructures minières pour extraire le phosphate qui est plus difficile à atteindre. Mais son industrie de phosphate ne produit rien de comparable au passé. Actuellement, le Nauru n'a pas de solution à long terme pour résoudre ses problèmes économiques. Le changement climatique détruit son île, les sécheresses et les tempêtes s'intensifient, et la montée des eaux érode son littoral. James Ngimea, pasteur de l'église congrégationaliste de Nauru, décédé en 1999 à l'âge de 88 ans, rêvait de remonter le temps dans les dernières années de sa vie. En 1995, lors d'un entretien avec un journaliste du New York Times, un journal quotidien américain, Ngimea se lamentait en disant « J'aimerais qu'on n'ait jamais découvert ce phosphate. J'aimerais que le Nauru soit comme avant. Quand j'étais petit, c'était si beau. Il y avait des arbres, c'était vert partout, et on pouvait manger des noix de coco et des fruits à pain frais. Maintenant, je vois ce qui s'est passé ici, et j'ai envie de pleurer. » Malheureusement, le souhait d'Ngimea ne s'est jamais réalisé. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine fois pour un autre sujet que vous ne voudrez pas manquer.